Salut à tous, avec toute l'équipe Elsewhere, on est vraiment ravis de vous présenter notre premier numéro de notre nouveau format 360 degrés. Le concept pour nous, il est super simple, c'est de vous permettre de comprendre de bout en bout un sujet essentiel de l'actualité. Aujourd'hui, on a décidé de se pencher sur un des sujets majeurs, c'est les élections américaines. Le 3 novembre prochain, on saura qui, de Donald Trump ou de Joe Biden, deviendra le prochain président des États-Unis d'Amérique. Alors évidemment, pour ça, il faut se pencher un peu sur le contexte, et ça, on va poser des questions à Thiel. C'est l'heure du tour d'horizon. Salut à toi Thiel, du coup. Salut Thibaut. Dis-nous, il faut qu'on comprenne d'abord qui sont les candidats à l'élection présidentielle américaine. Bien, tout d'abord, on a d'un côté Donald Trump, qui est le candidat républicain et le président sortant, et de l'autre côté, on a Joe Biden, qui est le candidat démocrate et qui était aussi le vice-président sous Obama. Pour ce tour d'horizon, je vais faire sous 3 enjeux principaux de l'élection américaine. Ces 3 enjeux, ça va être les enjeux économiques, les enjeux sanitaires, un masque évidemment, et les enjeux sociaux. Alors tout d'abord, les enjeux économiques, c'est super important. Historiquement, la santé économique du pays a toujours joué un rôle majeur. Par exemple, tous les présidents sortants lors d'une économie en récession n'ont pas été réélus, tandis que tous les présidents sortants lors d'une économie florissante ont été réélus, bien sûr, s'ils le pouvaient. Et alors, aujourd'hui, on est plutôt dans une économie florissante ou de récession ? Alors, il faut bien garder en tête qu'il y a un avant et un après Covid. Avant Covid, Donald Trump pouvait se targuer d'avoir des résultats économiques très bons, et il a d'ailleurs basé une grande partie de sa campagne sur ça. Malheureusement, avec le Covid, on est dans une grosse période de récession, avec notamment 32 points de perte sur le PIB et une explosion du nombre d'Américains inscrits au chômage. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que la candidature de Donald Trump aux élections américaines elle est en danger ? Alors, c'est difficile à dire, parce que tout d'abord, Donald Trump il a réussi déjà par le passé à créer la surprise, et d'un autre côté, le caractère exceptionnel de cette crise rend difficile à dire en quoi ça va impacter. Et sinon, son programme, c'est quoi ? C'est-à-dire, s'il est réélu, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Alors, s'il est réélu, on peut s'attendre à une politique économique dans la continuité de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, par exemple, baisser les taxes sur les citoyens, baisser les taxes sur les entreprises, investir massivement dans les infrastructures américaines. Et concernant la politique internationale, il a toujours montré sa méfiance envers le libre-échange. Il est notamment sorti du traité de libre-échange transatlantique et a augmenté les taxes douanières avec ses partenaires commerciaux. Et alors, son concurrent, lui, c'est quoi son programme, donc Joe Biden ? Alors Joe Biden, lui, il avance plutôt une économie basée sur la classe moyenne, donc notamment en taxant les riches, ceux qui gagnent par exemple plus de 400 000 dollars par an, et en réinvestissant aussi dans les infrastructures américaines. Et alors, point de vue international ? Point de vue international, il va essayer de redorer le blason des États-Unis. Qui aurait été un peu entamé. Qui a été un peu entamé par la politique de Trump. D'accord. Merci beaucoup. Dernier point, il faut qu'on étudie le côté sanitaire. En effet, la crise sanitaire a été un énorme point de contentieux dans cette crise. Les deux ont des positions totalement différentes, c'est-à-dire que d'un côté, on a Biden qui critique beaucoup l'administration Trump pour sa gestion de la crise. Il la juge, je cite, chaotique, et il dit qu'il a mis trop de temps à mettre des choses en place. Mais d'un autre côté, on a Trump qui se défend en disant qu'il a fait ça pour préserver le calme et préserver l'économie surtout. Il annonce aussi un vaccin d'ici la fin de l'année et un retour à la normale d'ici 2021. Ce qui serait bon pour l'économie dans ces cas-là. Ce qui retourne en fait sur l'emphase sur l'économie dans son programme. Et alors, dernier point là, cette fois-ci, c'est le côté social. C'est le côté social, effectivement. Il y a notamment 2 grosses questions qui ont été posées durant ces élections. C'est le mouvement Black Lives Matter et la question de l'avortement. Encore une fois, 2 positions radicalement opposées. C'est pour en fait attirer un maximum d'électeurs en prenant des positions différentes. C'est prendre le contre-pied de l'autre. Exactement. Ok, merci beaucoup. Du coup, on a bien compris en fait quels étaient les enjeux et quels étaient un peu les programmes des candidats. Mais maintenant, il faut voir comment un président est élu aux États-Unis, puisque l'élection est indirecte. Et donc, c'est l'heure de cartes sur table. Donc Clem, on te retrouve, salut, merci de nous rejoindre. Pour comprendre un peu comment les Américains votent pour élire leur président. C'est-à-dire qu'en France, on sait, on a des élections directes, c'est-à-dire que les citoyens votent directement pour élire leur président, alors qu'aux États-Unis, c'est différent puisque c'est une élection indirecte. Exactement. Donc comme tu l'as dit, en fait, aux États-Unis, c'est un suffrage indirect. On va retrouver 3 échelons aux élections américaines. Les citoyens,
les grands électeurs, puis ensuite les candidats à la présidentielle. Le 3 novembre, les citoyens vont élire les grands électeurs. Il y en a 580 répartis sur 50 États, du camp démocrate ou républicain. Ensuite, ces grands électeurs vont élire le futur président des États-Unis le 14 décembre. L'investiture va avoir lieu début janvier de 2021. D'accord. Bien sûr, tous les citoyens ne vont pas voter pour les 580 grands électeurs. En fait, ils vont voter pour ces électeurs dans leur État. Le nombre de grands électeurs dépend de la densité de population dans chaque État. À titre d'exemple, en Californie, c'est l'État le plus peuplé, il y en a 55. En Floride, il y en a 29 et au Wyoming, il y en a 3. Du coup, on peut comprendre qu'en fait, au Wyoming, c'est l'État le moins peuplé des États-Unis. Alors oui, avec le Vermont. Ok. Et du coup, là, on a une carte qui a 3 couleurs, donc du rouge, du bleu et du gris. Qu'est-ce qu'elle représente finalement, cette carte? Et pourquoi il y a différentes couleurs? Alors en fait, cette carte va représenter les 3 différents types d'États qu'on retrouve aux élections américaines. Okay. Donc les États en bleu, ça représente les États pro-démocrates. Donc ils sont principalement situés sur les côtes, donc toute la côte ouest et une partie de la côte est. Donc par exemple Californie, l'État de New York. À l'inverse, on va retrouver les États rouges, donc c'est les États pro-républicains. Donc ça va être les États qui sont au centre des États-Unis, majoritairement ruraux. Okay. Et on voit aussi qu'il y a les États gris. Donc par exemple l'Arizona, le Nevada, le Colorado. Et en fait, ces États, c'est ce qu'on appelle les swing states. Les swing states ou États pivots, en fait, sont acquis à aucun camp politique. Donc ils sont ni démocrates ni républicains. Et du coup, ils représentent une réelle stratégie de campagne pour Biden ou pour Trump. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est souvent ces swing states qui font l'élection américaine. Exactement, c'est vraiment eux qui vont faire balancer les résultats d'un côté ou de l'autre. Et alors, comment ça va s'organiser avec le Covid? À cause du Covid, beaucoup d'États, en fait, ont autorisé le vote par voie postale. Donc ça représente 76% des Américains. Okay. Et donc ça va vraiment changer leurs habitudes. Et pourquoi que 76%? En fait, ça va dépendre de la politique que les États ont adoptée face au Covid. Certains, par exemple, ont adopté des politiques de confinement. Et donc, ça va être, par exemple, ces États qui vont faire une voie postale. Et d'autres ont pas fait de confinement et donc n'ont pas autorisé la voie postale. Ok. Merci beaucoup Clémentine pour ces précisions. Du coup, on a compris maintenant comment allait se dérouler le vote et comment se déroule le vote aux États-Unis. Mais vous nous avez aussi posé vos questions et pour ça, on a décidé d'y répondre. C'est l'heure de vos questions. Du coup, on retrouve Paul pour comprendre un peu comment se passent d'autres éléments des élections américaines, puisque vous nous avez posé vos questions. Et du coup, la première question qu'on s'est posée, c'est Arnaud qui nous l'a posée, et il se demande, le 3 novembre au soir, qu'est-ce qui se passe? Alors salut Thibaut, la première possibilité, Joe Biden remporte les élections. Il a fait la différence grâce à la mobilisation de l'électorat noir, des femmes et des électeurs âgés. Le vote s'est déroulé dans le respect des mesures sanitaires et beaucoup d'Américains ont décidé d'utiliser le vote par correspondance. La deuxième possibilité, c'est une victoire de Donald Trump et à son habitude, il laisse éclater sa joie sur Twitter. Mais sa victoire reste une surprise, comme en 2016, sa stratégie de la loi et l'ordre a fonctionné face à un Joe Biden montré du doigt comme étant le cheval de Troie du socialisme. La dernière possibilité, on ne connaît toujours pas les résultats du comptage des scrutins en raison du vote par correspondance qui prend beaucoup plus de temps que prévu. Les résultats dans les swing states seront donc déterminants. Et du coup, est-ce que le vote par correspondance, il est analysé par les républicains et par les démocrates comme quelque chose de bien, de moins bien? Alors, ce résultat inédit inquiète les républicains qui craignent une recrudescence de l'électorat démocrate et un retard dans l'acheminement des bulletins. Alors que la moitié des Américains se disent confiants quant à l'exactitude des résultats des élections, Trump définit ces élections comme étant la plus grande fraude jamais organisée, en précisant que cette campagne est la plus truquée de l'histoire. La raison pour laquelle Trump réagit de cette façon est que la majorité de son électorat, environ 66%, compte voter en personne contre 26% du côté de Biden et que le taux de participation aux élections n'a jamais été aussi élevé depuis que le vote par correspondance a été mis en place. Ok. Et alors, du coup, dernière question. Celui qui devient président des États-Unis, c'est Charles qui nous pose cette question. Combien il va gagner? Alors aujourd'hui, le président des États-Unis reçoit une rémunération annuelle de 400 000 $. Sans prendre en compte les avantages sur le long terme, à titre comparatif, le président Emmanuel Macron, lui, reçoit 180 000 € bruts par an. Depuis son élection, Donald Trump, le président le plus riche de l'histoire américaine, reverse
100% de son salaire aux États-Unis. À la fin de son mandat, chaque président reçoit une pension annuelle de 200 000 $ et conserve un service administratif ainsi qu'une protection des Secret Service américains. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. D'accord. Merci beaucoup du coup Paul pour nous avoir éclairé sur ces questions. Du coup, si il vous reste des questions, surtout n'hésitez pas à nous les poser sur nos réseaux. On aura énormément de plaisir à y répondre. Sinon, c'est la fin de ce premier 360 degrés. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'on a réussi à être concis et à être efficace et à vous faire découvrir un sujet qui est quand même très important aujourd'hui. Le mois prochain, on se tournera sur la question du Brexit, puisque c'est une question essentielle et qui revient énormément dans tout ce qui est oraux, concours, etc. Sinon, excellente journée à vous et merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt.